Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à MST with Pilot Lite. Alors derrière cet acronyme que j'ai expliqué juste après se cache une nouvelle technologie, une nouvelle fonctionnalité plutôt, qui a été annoncée lors de la conférence Next qui a eu lieu au printemps dernier et qui est arrivée en GA à peu près fin du mois d'août 2024, début du mois de septembre 2024. Alors MST with Pilot Lite, qu'est-ce que c'est? Donc déjà l'acronyme MST pour Multi-Snapshot Technology. Avec Pilot Lite, là je vais expliquer ensuite ce que c'est qu'un Pilot Lite Deployment. Mais l'idée derrière tout ça, c'est quand même de prendre des snapshots depuis votre cluster actif Nutanix et d'envoyer, de répliquer ces snapshots en fait dans un stockage objet. Alors par stockage objet, on entend quoi? On entend alors dans un premier temps de l'Amazon S3, donc qui est un stockage qui est probablement le stockage objet le plus utilisé au monde, mais également du coup par la suite, ce qui va arriver, c'est la capacité d'utiliser d'autres types de stockage objets compatibles S3 pour sauvegarder justement ces fameux snapshots. Et bien entendu, dans les types de stockage objets compatibles S3, on pensera bien entendu à ce qu'on a dans Nutanix, avec les stockages objets dans Nutanix qu'on a dans NUS notamment. Là encore, pour d'autres formats tels que le blob storage d'Azure, ça pourra arriver ultérieurement. Dans un premier temps, la fonctionnalité effectivement est dédiée sur un bucket S3 à côté AWS. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir en fait basculer sur un cluster de recovery, mais qui soit allégé derrière. Et donc l'idée c'est de pouvoir basculer, de redémarrer ces workloads à partir de ces snapshots, justement, sur un cluster Nutanix, quel que soit l'endroit où ce cluster tourne. Et donc ça veut dire également les clusters NC2, c'est-à-dire les Nutanix Cloud Clusters qui tournent sur Azure aujourd'hui ou AWS, ou alors OVH par exemple. Et puis une fois qu'effectivement on lance la restauration, et bien effectivement on s'arrange pour que tous les workloads puissent être et fonctionner en faisant scaler simplement le cluster. Donc on part d'un petit cluster et on le fait grossir. Donc si on regarde l'image, du coup l'image va être peut-être plus parlante. On va revenir dessus, sur cette image, voilà. Donc on va avoir un cluster qui va tourner à demeure, qui va donc envoyer ces snapshots à destination d'un cluster, d'un petit cluster tournant dans NC2 qui sera le pilot cluster. Ce cluster fait tourner dessus un ensemble de microservices qui s'appelle MST, donc pour Multi-Cloud Snapshot Technology. Et donc en fait, ce service MST va prendre les snapshots qui ont été envoyés du cluster on-prem à demeure vers le cluster NC2, et le microservice va envoyer le tout, les snapshots, dans un stockage S3, donc qui est compatible S3 ou actuellement AWS S3. Ensuite, le jour où il y a besoin, le cluster primaire tombe et qu'il y a besoin de restaurer l'ensemble des workloads à partir des snapshots, eh bien, on va simplement agrandir ce NC2 Pilot Cluster en allant simplement chercher dans le pool de bare metal disponible côté AWS ici dans l'exemple. Donc les bénéfices, finalement, on les comprend relativement rapidement. La première chose, c'est qu'on va maximiser finalement l'efficacité du stockage, simplement parce qu'on va libérer de l'espace de stockage haute performance quand on réplique sur un cluster NC2. Sur les clusters NC2, le stockage prédominant, ça reste du NVMe, donc des stockages qui sont chers, qui ont une très faible latence, qui sont très performants, mais qui ne sont pas forcément le meilleur endroit où mettre des snapshots. Donc l'idée c'est d'alléger effectivement d'alléger ce stockage dans son usage et de le réserver plutôt aux workloads qui peuvent tourner dessus. Et ensuite d'utiliser des buckets S3 pour stocker effectivement ces workloads. Donc là, l'avantage d'utiliser des buckets S3, c'est qu'on peut utiliser du coup les fonctionnalités également associées en termes de sécurité sur ces buckets S3. Et en l'occurrence, par exemple, on va pouvoir utiliser le worm. Donc le worm, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est l'acronyme de Write Once, Read Many, et donc l'idée c'est de pouvoir écrire sur un bucket, mais de protéger également sa suppression ou sa réécriture derrière. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut avoir effectivement sur les stockages objets de type S3. Le deuxième bénéfice, vous l'aurez compris, c'est une optimisation des coûts, simplement parce qu'un pilot-like cluster, c'est un petit cluster, donc à taille minimum de 3 nœuds, parce que c'est le nœud minimum pour de la production côté Nutanix.
Mais même si on a besoin d'une très grosse volumétrie, on n'aura pas besoin d'agrandir le cluster, parce que finalement, les snapshots de la réplication vont être envoyés directement sur le bucket S3. Donc ça veut dire que c'est une solution qui économiquement est plutôt intéressante, notamment pour faire du DR, donc du disaster recovery, en utilisant le cloud public. Et puis l'idée derrière, c'est comme quand on est dans du cloud public, on a un minimum de nœuds, mais on veut agrandir, eh bien on va profiter des fonctionnalités de scale-out, donc de pouvoir rajouter facilement des nœuds à la demande. Chose à retenir, c'est que du stockage S3, par définition, il sera toujours beaucoup moins cher que l'usage local, effectivement, à haute performance qu'on peut avoir avec des NVMe ou des CSD, ça tout le monde va le comprendre. L'idée également, c'est de pouvoir avoir finalement facilement de déplacer sa donnée, en fait, parce qu'on va pouvoir facilement utiliser les mécanismes traditionnels de réplication. Et puis on garde le tout, effectivement, sous contrôle dans Nutanix Prism. Donc en fait, le MST, with Pilot Lite, c'est inclus dans le Nutanix Disaster Recovery, donc fonctionnalité qui est aujourd'hui massivement utilisée par les clients. Donc quels sont finalement les types de réplication qui vont être, enfin les workloads qui vont être supportés. Donc en gros, si on utilise le cluster en tant que tel, le cluster de 3 nœuds, le Pilot Lite, et bien là on va pouvoir faire de la réplication en AirSync, donc avec un RPO, donc un Recovery Point Objective de 1 à 15 minutes. Et si on est sur du S3, dans ce cas-là, effectivement, là on ne supportera en termes de réplication que de la réplication asynchrone, c'est-à-dire avec 1 heure de RPO. Donc ça veut dire que quand vous allez utiliser cette fonctionnalité-là, vous pouvez l'utiliser en conjonction de ce que vous avez déjà en termes de disaster recovery, techno que vous connaissez depuis des années, et puis vous allez devoir classifier finalement vos workloads en fonction en gros du RTO et du RPO. Donc si on envoie directement les snapshots et qu'on les réplique sur le cluster en Pilot Lite, et bien là, rien d'extraordinaire, hein, on aura les workloads, c'est ici qu'on va répliquer les workloads qui ont un RPO qui est relativement faible, et qui ont un RTO également qui doit être assez faible. Par contre, si on envoie si on a des workloads qui eux sont entre guillemets, moins importants en termes de RPO ou de RTO, et qu'on peut tolérer effectivement d'avoir une perte admissible de données un peu plus grande ou un temps de reprise qui est un petit peu plus grand, et bien à ce moment-là, le bucket S3 devient une bonne option effectivement pour ces workloads, en se disant que d'abord on restaure l'essentiel, qui est répliqué normalement sur des snapshots qui sont sauvegardés sur des NVMe ou des SSD, et puis les choses un peu moins importantes, effectivement, elles sont sur du bucket S3, elles prendront un peu plus de temps à être restaurées, mais voilà. Et on peut stocker jusqu'à 36 snapshots par entité dans les buckets. Alors, les prérequis pour utiliser du Pilot Lite, aujourd'hui il vous faut la dernière version d'AOS, donc la 8.1, la 6.8.1 ou ultérieure, un prisme central récent également, 2024.2 ou plus. Et petit point également, c'est que le nom des buckets S3 doit toujours commencer par Nutanix-cluster. En termes de configuration, c'est relativement on va dire simple à mettre en œuvre. Il vous faut quoi? Il vous faut un cluster NC2 à déployer aujourd'hui dans AWS, dans cette première version. Une fois que ce cluster est déployé, on va déployer un prisme central et enregistrer ce cluster NC2 dans le prisme central. Déployer ensuite la partie multi-cloud snapshot technology, donc les microservices associés directement sur ce NC2. Et puis ensuite, après, c'est assez classique. On crée une protection policy, donc on peut la créer soit sur un cluster on-prem, soit sur un autre cluster qui serait dans le cloud. Bien qu'aujourd'hui, pour l'instant, ça sera limité sur on-prem. Ensuite, on crée les schedules et on configure les réplications des snapshots. Et puis on a les recovery plans, ça c'est relativement classique. La documentation est plutôt bien faite, hein. Elle reprend tous les éléments que je vous ai racontés, y compris le très joli schéma que je vous ai montré tout à l'heure, et elle vous explique un petit peu derrière à peu près la même chose que ce que je vous ai fait en quelques minutes. Voilà. La documentation est juste un peu plus détaillée dans le mode opérationnel, bien entendu. Là, on n'est que sur une brève introduction. Alors, il y a quelques limitations quand même à connaître, ça vaut le coup d'aller les lire. Notamment, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va utiliser une protection policy avec du MSTDR, la source ne peut être qu'un cluster qui est on-prem, comme la primary location. Donc ça, c'est un point important. Ça changera après, on est sur la première version qui sort. Et de la même manière, quand on utilise du MST avec le Pilot Lite Deployment, on ne peut pas combiner également le Cluster Protect feature d'un cluster AWS. Ceux qui ont déjà utilisé le Cluster Protect se diront, bah oui, c'est normal, parce que c'est la même techno qui est utilisée en même temps, donc il y aurait probablement un conflit entre les deux. Donc aujourd'hui, généralement, quand
Quand on utilise du cluster protect, on ne peut pas utiliser le Nutanix Disaster Recovery en même temps. Et comme le MST est une partie du Disaster Recovery, ben, on comprendra qu'on ne peut pas utiliser les deux. Dernière limitation, toujours bon à rappeler, c'est que cette fonctionnalité-là ne fonctionne que pour des environnements, des clusters utilisant l'hyperviseur AHV. Donc pas de SXI derrière avec du stockage Nutanix. Dernière chose, si vous avez des questions additionnelles ou besoin d'aide, l'équipe MST a carrément mis à disposition un email, donc msthelp@nutanix.com, et donc il ne faut surtout pas hésiter à les appeler. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.